Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous recevons M. Jean Castex, ancien Premier ministre, qui s'est rendu disponible dans un contexte social que je qualifierais d'animé, notamment au sein de l'entreprise que vous dirigez désormais. Il y a un peu plus d'un an, Yvan Colonne a été victime donc d'une agression en détention qui allait lui coûter la vie. Yvan Colonne était, comme son agresseur, détenu à la maison centrale d'Arles. Le statut de détenu particulièrement signalé auquel il continuait d'être soumis ayant toujours empêché son rapprochement pratique en Corse au sein de l'établissement de Borgo. Monsieur le Premier ministre, en raison de l'obligation de dépôt à laquelle était et reste astreint le garde des Sceaux, vous êtes à la fois le dernier responsable politique à avoir maintenu le statut de détenu particulièrement signalé d'Yvan Colonne et le premier, le seul, à l'avoir levé par la force des choses. Il y a un an jour pour jour, le 8 mars 2022, dans les circonstances que l'on sait désormais. Le statut de DPS de messieurs Alessandri et Ferrand y sera levé quelques jours plus tard, le 11 mars. Cette décision, bien évidemment, interroge. Évidemment, même si dans le cas de messieurs Alessandri et Ferrand, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qu'elle aura permis, enfin, leur rapprochement familial en Corse et par suite, par décision de justice, des aménagements de peine ayant conduit à leur projet de semi-liberté. Mais, évidemment, nous sommes là dans le cadre de notre commission d'enquête pour refaire l'histoire de ce qui s'est passé. Je serais tenté de dire de deux choses l'une, soit, première hypothèse, les membres du commando d'Irignac satisfaisaient objectivement aux critères d'EPS au niveau de leur dangerosité notamment, parce que c'est cela qui nous occupe, alors en faisant preuve de la même rigueur évoquée jusqu'à ce jour devant cette commission, notamment par les administrations qui ont eu à répondre sur cette question et politiques concernées, ils auraient dû rester soumis à ce statut même en dépit de l'agression. En suivant ce fil de rigueur, pour barbare qu'elle ait été, l'agression d'Yvan Colonne ne constituait pas une sorte d'ardoise magique à cet égard, puisque, à ce moment-là, le comportement en détention, le profil, les risques réels ou supposés associés à ces détenus n'ont pas, évidemment, subitement changé après le 2 mars, si l'on considérait vraiment les analyses précédentes. Soit, seconde hypothèse, il ne satisfaisait pas totalement aux critères, ou n'y satisfaisait plus, et dans ce cas, évidemment, on peut s'interroger depuis combien de temps. Ils étaient alors en réalité maintenus sous ce statut pour des raisons souvent non pas objectives mais politiques, étrangères à la seule et stricte application du droit, ce que j'ai appelé, même si d'aucuns ont pu considérer ces propos durs, la vengeance d'État les concernant lors de la question au gouvernement que je vous ai adressée directement concernant le nécessaire rapprochement en Corse et leur demande d'aménagement de peine, en particulier le 19 octobre 2021, soit 5 mois avant les faits. Il n'y a pas pour nous ici, à ce stade, pour l'instant, de troisième voie. On peut évidemment comprendre la levée du statut d'EPS qu'elle ait été décidée après l'agression pour des raisons politiques afin de favoriser l'apaisement. Mais si la levée a été décidée pour des raisons politiques, cela ne signifie-t-il pas que ce statut avait été maintenu pour des raisons politiques également? Et depuis combien de temps? On ne peut pas ne pas l'envisager. Vous savez que nous sommes, pour certains d'entre nous, largement convaincus, comme de nombreuses personnes, surtout à la lumière de certains précédents lourds de sens. Vous n'étiez pas en fonction, mais comme par exemple la fausse réunion d'une commission locale d'EPS dans le cas d'Yvan Colonne à Toulon en 2011, ce qui a mis en exergue les contentieux, notamment au niveau du tribunal administratif de Toulon en 2012, ou le revirement de position soudain de la commission locale d'EPS de Poissy en 2022, concernant messieurs Alessandri et Ferrandi. J'insiste, et nous le savons tous, la situation et le profil des intéressés dans leur parcours carcéral n'avaient pas changé, comme par magie, du fait de l'agression. Au-delà de ce sujet, nous souhaiterons, entre autres questions évidemment, vous interroger sur la prison de Borgo. Messieurs Poupogne et Kettel, récemment auditionnés, ont affirmé que des échanges politiques réguliers avaient eu lieu entre vous-même, votre cabinet, vos conseillers et les élus de la Corse, et qui portaient notamment sur les aménagements apportés à cet établissement pour ces détenus, pour qu'ils puissent être accueillis par transfert, tout comme sur la question de la levée du statut de DPS. Vous deviez à cet égard venir en Corse entre fin 2021 et 2022, confirmer cela, selon les propos, comme l'engagement d'ailleurs du gouvernement sur d'autres sujets. Des marchés auraient été passés, des travaux engagés, donc nous allons évidemment vous demander si vous confirmez ces échanges politiques et le début de réalisation de ces travaux. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. À ce stade, je ne poserai pas de questions ni n'entraînerai la Commission dans un propos introductif trop long. Et je laisse Monsieur le Président vous faire prêter serment, Monsieur le Premier ministre.
Merci, monsieur le rapporteur. Alors, comme il est d'usage, monsieur le Premier ministre, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention votre intervention liminaire. J'avais reçu, je le dis devant la commission d'enquête, de la part du rapporteur déjà un certain nombre de questions. Alors, juste en termes de méthode, pour ne pas avoir à répéter deux fois la même chose, préférez-vous m'interroger directement à partir des questions que vous m'avez transmises ou est-ce que vous souhaitez que j'y réponde directement et notamment suite à l'intervention du Président? Je me mets à votre disposition. Si vous choisissez les termes de votre exposé liminaire, monsieur le Président. Très bien. Bon, alors, les sujets sur lesquels vous m'interrogez, comme vous l'avez fort bien dit, Monsieur le Président, j'ai eu à en connaître dans le cadre de décrets de déport, dont vous connaissez l'origine. Il y en a eu très précisément deux. Le premier est intervenu le 23 octobre 2020 et visait la situation de M. Yvan Colonna. Le deuxième est intervenu le 17 décembre de cette même année 2020 et concernait la situation de M. Alessandri et Ferrandi. Pour que les choses soient très claires, j'ai eu à intervenir dans ce dossier en application du décret de déport à deux reprises dans chacune de ces deux situations. Je commence, si vous voulez bien, par M. Colonna, puisque c'est le sujet majeur de cette commission d'enquête, si j'ai bien compris. Donc, j'ai eu à statuer. En réalité, vous le voyez, vous l'avez sans doute récupéré dans le dossier, mesdames et messieurs les députés, le directeur de l'administration pénitentiaire agissant sur ma délégation. Le 6 août 2021, pour répondre à la demande formulée par l'intéressé de lever de son statut de DPS. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai opposé une décision de refus. Je tiens à le dire tout de suite, et de la façon la plus nette, certainement pas pour des raisons politiques, pas plus que je ne changerai ma décision pour des raisons politiques. Enfin, en tout cas, il faudrait s'entendre sur la portée du mot politique, parce que quelque part tout est politique. Mais je l'ai fait dans un dossier extrêmement difficile, au vu des avis rendus. Moi, c'est une procédure, je vous l'avoue, que j'ai découverte à cette occasion, celle des DPS, dont je me suis renseigné, le décret fixant cette liste, la circulaire prise pour son application, qui, je crois, date d'octobre 2012. Donc, j'ai constaté qu'une commission compétente instituée au sein de l'administration pénitentiaire avait été réunie, a émis un avis, évidemment, que j'ai lu de manière approfondie, je m'en souviens à l'époque, l'avis, je crois aussi, du parquet national antiterroriste. Les deux étaient défavorables à la demande exprimée par M. Colonna, notamment parce que la période de sûreté qui entourait la sanction pénale qu'il avait frappée n'était que très récemment échue, qu'ensuite, parce qu'il y avait eu, avant son arrestation, des phénomènes de fuite. Et je rappelle que le fait de dire on maintient un statut de DPS, c'est pour précisément renforcer la surveillance à l'égard de l'intéressé. Et enfin, parce qu'il y avait eu, si j'ai bien lu, et vous l'avez sûrement au dossier, différents incidents disciplinaires qui s'étaient produits pendant la période récente d'incarcération. Bref, j'ai suivi la recommandation de la commission et j'ai donc pris le 6 août 2021, très précisément, la décision de rejet. Il a été fait un recours contre cette décision. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait été jugé avant les faits tragiques du mois de mars 2022. En revanche, je fais observer, mais sans doute c'est elle à la commission, que s'agissant de la décision précédente de refus de levée du statut de DPS qui avait été prise par le
la précédente garde des Sceaux, il n'y avait pas alors de décret de déport, le tribunal administratif de Marseille l'avait rejeté par décision du 21 janvier 2022, enfin avait rejeté le recours fait par M. Colonna. Et si je le cite, c'est que j'ai regardé la motivation de la décision que j'ai prise et la décision prise antérieurement étaient assez proches. Bon, donc, on peut supposer qu'il y aurait eu la même décision. Bon. Donc voilà, c'est pour des motifs de fait. Le Premier ministre applique les textes qu'il m'est apparu nécessaire de maintenir ce statut pour M. Colonna. Et j'ai entendu, je l'avais lu aussi, la notion de vengeance d'État. Je le dis très clairement devant cette commission, et dans le cadre des prérogatives qui étaient les miennes dans ce dossier, il n'y a jamais eu, en aucun cas, la recherche de vengeance d'État, mais l'application de textes. Bon. La fois suivante, je suis toujours sur la situation de M. Colonna. La commission, la même commission, était appelée, si mes informations sont exactes, à se réunir le 8 mars 2022 pour examiner la nouvelle demande de levée de DPS formée par M. Colonna. Et c'est là que sont arrivés les faits tragiques du 2 mars. Donc effectivement, je vous confirme que pour des raisons humanitaires, on pose la question, quelles sont les deux hypothèses ici, il y en a une troisième. Oui, Monsieur le Président, je le dis devant la Commission, pour des raisons humanitaires, j'ai levé le statut de DPS de M. Colonna après la survenance de ces faits. Je dois ajouter, du point de vue administratif, que cet acte tout à fait barbare dont a été victime l'intéressé a occasionné chez moi beaucoup de perplexité sur la nature de ce statut. DPS, détenu particulièrement signalé, particulièrement surveillé, il y a effectivement de quoi se poser des questions. D'où l'enquête que j'ai demandée immédiatement, le lendemain même des faits, à l'inspection générale de la justice. Mais le motif immédiatement qui a été le mien pour prendre cette décision, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est celui-là. Bon. Et, pardon de m'arrêter, mais j'aurais dû recommencer la chronologie, mais ayant, pour ces motifs, levé le statut de DPS de M. Colonna, il me semblait, en mon âme et conscience, extrêmement difficile, compte tenu de la hiérarchie des responsabilités dans les faits et dans les condamnations, de maintenir celui de M. Ferrandi et Alessandri. Compte tenu aussi, mais je crois, Monsieur le Président, que vous l'avez vous-même évoqué, des questions de troubles à l'ordre public, enfin de maintien de l'ordre public républicain, puisque, évidemment, les faits perpétrés contre M. Colonna, qui conduira à son décès quelques jours après, avaient suscité légitimement beaucoup d'émotions. Bon. Donc c'est cet enchaînement et ces motifs-là qui m'ont conduit à prendre les décisions que j'ai prises et que j'assume totalement devant vous. S'agissant, je reviens donc en arrière pour messieurs Alessandri et Ferrandi, je n'avais eu à connaître de leur situation ou de demande exposée par eux qu'une fois, je le rappelle, une décision du 12 janvier 2021, très précisément, qui elle aussi, en tout cas, sinon sur le fond, en tout cas sur la forme, a été confirmée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de Versailles, intervenue le 31 janvier 2022. Bon, c'est un jugement assez long pour un référé, mais enfin, il existe. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment pour M. Colonna. Et après, je n'ai plus eu à connaître du sujet jusqu'à la décision que j'ai prise, encore une fois, postérieurement à l'agression dont avait été victime M. Colonna. Donc voilà, pour l'enchaînement des faits, et puisque j'ai pu comprendre c'est votre décision, les fondements des décisions que j'ai prises dans cette affaire extrêmement difficile. J'ajoute, mais la Commission le sait,
qu'évidemment, les intéressés, et notamment M. Alessandri, avaient par ailleurs, de manière régulière, je crois, fait des demandes d'aménagement de leur peine. Je le cite à ce stade de nos débats, puisque comme les parlementaires le savent bien, s'il leur avait été fait droit par l'autorité judiciaire à ces aménagements de peine, le statut, si je puis dire, de DPS tombait automatiquement. Bon. Et vous savez toutes et tous, mais ça n'est pas tout à fait indifférent pour l'autorité politique et administrative, que à chaque fois ces aménagements de peine, alors pas en première instance, mais par la Cour d'appel, ont été rejetés. La dernière fois, s'agissant de M. Alessandri, le 7 octobre 2021. Il savait, là aussi, cette décision avait donné lieu à un certain nombre de commentaires, notamment à l'Assemblée de Corse. Bon. Donc voilà, si vous voulez, le cadre et les réponses précises que je peux faire sur cet enchaînement de circonstances. Et voulez-vous que je parle de Borgo maintenant ou voulez-vous revenir sur ces faits précis d'abord, Monsieur le Président? On va revenir pour ce qui me concerne. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur le rapporteur qui a des questions aussi à vous poser. Puis on reviendra effectivement sur Borgo ensuite. Et bon, votre propos m'amène plusieurs questions rapides, Monsieur le Premier ministre. Vous dites, à l'instar évidemment que d'autres acteurs qui sont venus à nous, qu'il n'y avait pas de logique de vengeance concernant ces détenus, comme on nous a expliqué ici à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de gestion particulière, tout en nous disant, je cite, je parle d'autres acteurs qui sont venus devant nous, qui avaient quand même un process particulier concernant les détenus basques et corses, parce que pour des raisons plus larges, je ne cite pas la personne qui l'a dit devant l'audition, mais c'est un responsable politique éminent, dont acte. Nous connaissons évidemment les critères de l'instruction ministérielle du statut DPS en question, et je paraphraserai encore une nouvelle fois, le rapporteur et les autres membres de la commission seront un petit peu blasés de l'entendre, mais c'est une réalité qui est évoquée dans ces travaux, les propos du directeur de l'administration pénitentiaire lui-même devant cette commission, sur les 6 critères évoqués. 3 concernent la gestion directe de l'administration pénitentiaire, au sens de la véracité de l'analyse du parcours carcéral des individus, et en l'espèce, le drame nous amène à considérer le parcours en miroir de 2 individus, dont l'un avait, je cite, un parcours qualifié de correct, voire très correct, sur sa longue détention, et l'autre, un parcours chaotique, dangereux, etc. Il n'y a pas moins que l'on fait la photographie entre une gestion clémente d'un cas et la gestion rigoureuse de l'autre, puisque les 3 autres critères, dixit le directeur de l'administration pénitentiaire, concernaient d'autres acteurs qui décidait, évidemment, en raison du procès, en raison de la situation pénale de départ. Autrement dit, quelle qu'était l'évolution du parcours carcéral de l'individu, les 3 premiers critères, ou un des 3 premiers critères, suffisait à maintenir le statut pour des acteurs qui ne voulaient pas se reposer sur l'évolution du parcours carcéral. Bon, d'ailleurs, ce que vous citez comme éléments d'analyse des commissions locales sont les mêmes que l'on soit en 2021, en 2020, en 2018, en 2011 ou en 2012. Il y a eu l'épisode que je vous ai évoqué du contentieux où le tribunal administratif de Toulon en première instance, puis la cour administrative d'appel de Marseille donne raison aux avocats de Colonne sur l'excès de pouvoir avec la fausse commission locale DPS fabriquée à Toulon, indiquée par le tribunal administratif de Toulon pour le seul exemple qui était mis en exergue de cette attitude où on a mis de l'ingénierie en capacité de nuire. C'est pas moi qui parle, c'est le tribunal administratif de Toulon. Donc on connaît cette capacité à répondre sur les critères. Néanmoins, il se confronte au parcours carcéral de réel de l'individu. Et vous le savez qu'à ce moment-là, Monsieur le Premier ministre, des demandes sociétales, démocratiques importantes demandaient la levée du statut DPS, non pas pour mythifier ou mettre en exergue le statut en tant que tel, mais tout simplement parce qu'il était administrativement un empêchement au rapprochement familial. C'était la question du rapprochement familial qui était importante. Ce n'était pas le statut en lui-même. Autrement dit, nous y reviendrons dans un second temps, s'il y avait eu des aménagements peu coûteux du centre de rétention de Borgo, tout en étant DPS, ce qui comptait, c'est qu'il soit rapproché, eu égard à la longue distance. Je rappelle quand même qu'Yvan Colonne ne voyait pas sa mère depuis 15 ans, qu'il ne voyait plus son jeune fils depuis 3 ans, ni son père malade. Donc c'est factuel. Ce sont des réalités factuelles pour lui comme des autres détenus. Donc la question était le rapprochement familial tel que demandé politiquement, d'un point de vue humanitaire, là-dessus. Bon, vous dites qu'il n'y a pas eu de vengeance ou qu'il n'y a pas eu de gestion politique.
Vous me permettrez de faire un dernier point là-dessus. Vous prenez la décision concernant Pierre Alessandre, vous avez parlé donc de janvier 2021, mais vous la prenez après que la commission locale d'EPS de Poissy donne un avis favorable à la levée. Autrement dit, dans un des cas, Yvan Colonne, vous nous citez à juste titre sur la question des secrétaires d'EPS, le fait que la commission locale, pour les raisons que vous avez invoquées, donne un avis défavorable à la levée. Dans l'autre des cas, le cas que je viens de citer, la commission locale d'EPS donne un avis favorable, et c'était le 3e avis favorable à la levée de statut de DPS de Pierre Alessandre. Pour autant, vous donnez une décision négative à un moment un peu paroxytique. Nous sommes en décembre 2020, de janvier 2021, où vous aviez été destinataire d'émotions de l'Assemblée de Corse. Vous ne pouvez pas ne pas connaître la tribune des 6 groupes parlementaires qui avaient demandé l'apaisement de ce dossier des commandes de Rignac. Jusqu'à 6 groupes parlementaires signent une tribune dans Le Monde. Donc la question, je vous la pose directement. Vous étiez détenteur de pouvoir réglementaire, donc politique. Et évidemment, vous n'étiez pas lié aux commissions dans aucun des cas, ni dans un sens, la preuve en est, ni dans l'autre d'ailleurs. Puisque vous l'avez démontré, il n'y avait pas d'avis lié. Pour autant, vous avez pris un avis négatif à un moment qui est un moment charnière. Donc, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui a fondé votre avis? Est-ce que d'autres experts ou d'autres commissions nationales sont venus vous dire qu'il fallait, malgré la commission d'experts locale, qui avait donné un avis favorable pour la 3e fois, à un moment où c'était très important, qu'est-ce qui a fondé, en analyse scientifique et politique, votre avis? Bon, et ça m'amène évidemment à vous poser la question, est-ce que la prégnance de l'acte pour lequel ces détenus avaient été condamnés, c'est l'assassinat d'un préfet de la République, n'a-t-il pas pesé trop dans votre décision à ce moment-là, comme je vous mets à l'aise, comme d'autres premiers ministres ou d'autres gardes des Sceaux avant vous? D'accord? Je parle de manière structurelle dans la continuité de l'État sur ce dossier. Est-ce que vous avez été amené à rencontrer les parties civiles, la famille Rignac, sur ce dossier, inquiète ou pas du rapprochement de l'aménagement de peine? Avez-vous échangé sur ce dossier pour prendre cette décision-là avec les cabinets de l'Élysée? Ce sont des questions que l'on s'est posées, que l'on se pose. Parce qu'il faut aujourd'hui solder ce passé, cette histoire. Il faut regarder le passé parce que nous sommes face à une affaire grave. On parle de l'assassinat, même si ce n'est pas lié à l'assassinat directement dans les faits, ce dont on parle. Le fait est que s'il y avait une gestion un peu plus anticipée du rapprochement, Yvan Colonne peut-être serait vivant, et certainement aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité qui est liée. Elle n'est pas liée aux faits, mais elle est liée consécutivement à la capacité ou non d'avoir pu réaliser des actes en temps et en heure. Donc c'est la question que je vous pose à l'aune de ce que je viens, des deux questions que je vous pose, à l'aune de ce que je viens de vous évoquer concernant le fait que vous n'avez pas suivi la commission locale d'EPS de Poissy en 2020. Oui. Alors d'abord, vos premières questions concernaient M. Colonna. Quand j'ai eu affaire aux avis relatifs à la levée du statut de DPS de M. Colonna, tous les avis étaient négatifs. Comme vous dites, si j'avais pris une décision différente, il n'aurait pas été assassiné. Enfin bon, là on va loin, pardonnez-moi de vous le dire. Bon, je reviens au premier cas. Dans les éléments que j'ai à l'époque, non, je vous dis tout de suite, je n'ai pas rencontré les parties civiles, enfin, je n'ai pas eu de contact extérieur. Je regarde le dossier en mon âme et conscience. Je regarde, il y a un avis du parquet national antiterroriste qui est négatif à la levée de ce statut. Le dossier m'arrive, le décret de déport est récent, et je considère que, compte tenu des éléments à ma possession, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Point. Et j'ai pas. C'est une décision que je prends moi-même. Soyons clairs, puisque c'est la question que vous me posiez. Non, mais la question que je vous pose, c'est Pierre Alessandre, là. Ce n'est plus les avis négatifs de la commission locale. Les avis sont positifs pour la levée de statut. Oui, alors, il y a pas pour le maintien. Il y a effectivement un avis, mais là, je n'ai pas le dossier sous la main. Je crois que la commission a changé son avis. Non, monsieur le Premier ministre. Vérifier. Bon. Soyons, c'est très important. Ce que je vous dis est factuel. La commission locale d'EPS de Poissy, en 2020, donne un avis positif pour la 3e fois consécutive. Parce que vous n'êtes pas censé... Monsieur le Président, je ne garde pas souvenir de ça, et je garde un souvenir d'un avis défavorable du parquet national antiterroriste. Non, mais le parquet national antiterroriste n'est pas le droit en la matière. Vous avez un avis de la commission locale, vous avez dit dans un des cas, on l'a bien entendu, le cas d'Yvan Colonne, que vous avez suivi l'avis, vous n'étiez pas lié, mais vous l'avez suivi, vous nous l'expliquez, dont acte. Dans le cas que je vous oppose, qui est le cas contraire, vous avez pris un avis réglementaire et politique à l'inverse.
d'une commission locale DPS qui avait décidé, dans un moment important, de lever le statut de DPS de Pierre Alessandri, pour la 3e fois consécutive. Donc, on s'explique mal, et on voudrait avoir des éclaircissements sur ce process qui vous a été amené à prendre un avis contraire, puisque par ailleurs, vous dites suivre la commission locale. Oui, ben c'est le Donc, souvenir pourquoi à ce que moment-là j'avais, c'est qu'il était favorable. Ben non, il n'était pas favorable. Il était défavorable à la levée, donc favorable au rejet. Voilà. C'est le souvenir que j'ai. Maintenant, moi, j'ai plus les pièces sur moi, si vous les avez. Ah oui, mais je vous le confirme, oui. Et en tout cas, j'ai vous le aussi confirme. souvenir d'une intervention du parquet national antiterroriste défavorable à la levée. Donc, au vu de ces éléments... C'est-à-dire en plus de la commission locale DPS, donc. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, oui. Donc, au vu de ces éléments, c'est un peu vieux pour moi, hein, mais je me souviens bien qu'en conscience, j'ai pris la décision de ne pas... Vous avez souvenir que le parquet est intervenu? Il me semble, oui. Bon, mais c'est très important ce que vous dites, parce que là, comme l'avis était favorable, si le parquet est intervenu, ça pose une problématique particulière qui est sensible, puisque le parquet est mis en cause, vous le savez, dans l'inspection générale de la justice, pour son rôle dans le post-sententiel concernant notamment le parcours des Langabé. Donc ça pose des questions... Non, mais je vous donne des éléments. Monsieur le Premier ministre, ici on n'est pas... Vous le savez, on n'est pas au Café du Commerce, on est une commission d'enquête parlementaire. Donc on ne s'amuserait pas, je ne m'amuserai pas, ni en éducation, ni en morale, ni juridiquement, à dire des choses sur des réunions ou des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes regardés, nous sommes sous serment, vous êtes sous serment et je suis président. Donc, je vous explique notre problématique de réflexion sur le fiasco de la gestion. Vous avez parlé de perplexité sur ce statut de DPS, je veux bien reprendre à mon compte ce propos, puisque par ailleurs vous avez parlé d'une surveillance accrue qui, pour le coup, c'est factuel, n'a pas été respectée concernant les deux en question et l'acte en question. D'accord. Donc je reviens sur des faits. Donc les faits, je ne suis pas en train de vouloir... Je vous pose des questions que se sont posées toute la Corse et que nous faisons aussi un travail de pédagogie, de transparence et de démocratie à des moments clés de basculement qui nous ont fait rentrer dans un processus où on sait où il nous a conduits, et à travers l'acte, et à travers les mobilisations qui ont suivi. Donc c'est important. Si vous me dites aujourd'hui, de votre mémoire, vous ne vous rappelez plus dont acte, que la commission locale ait donné un avis favorable à la levée du statut DPS concernant M. Alessandre, mais que vous dites que le parquet est intervenu, ce sont des éléments importants. Dans ma mémoire, j'avais, je le dis bien, des avis défavorables dans le premier cas, c'est-à-dire celui de M. Alessandri et Ferrandi, ce qui m'a conduit à prendre la décision du 12 janvier 2021. Voilà. Bon, ce n'était pas le cas, donc on n'aura pas la réponse du pourquoi de la décision contraire. Je passe la parole à M. le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bon, écoutez, Monsieur le Premier ministre, il y a des questions qui vous ont été envoyées. Je pense que vous avez préparé les réponses dans un premier temps, donc sur d'éventuelles transmissions de consignes de vous-même ou de votre cabinet dont vous auriez connaissance concernant le maintien d'Ivan Colonna. Vous avez plus ou moins répondu, puisque vous avez expliqué que vous vous êtes conformé aux avis que vous receviez. Donc j'imagine qu'à l'inverse, vous n'avez transmis aucune consigne allant dans ce sens, mais vous répondrez vous-même sur votre sentiment sur la détention d'Ivan Colonna. Vous pourrez donner votre avis, puis vous avez déjà répondu à la partie 5 sur messieurs Ferrandi et Alessandri, et ensuite la 6e qui fait davantage appel à votre expérience politique et administrative, eu égard à ces faits, et puis peut-être qu'après je poserai d'autres questions, puisque la commission d'enquête, elle a vocation également à faire des préconisations sur le suivi des détenus radicalisés, puisqu'il y a aussi la partie Franck Longabé et la problématique de la radicalisation en prison et en détention. Vous avez eu connaissance d'un certain nombre de choses pendant votre exercice de Premier ministre sur les politiques publiques menées en la matière, et également sur le monde de la détention. Il y a des rapports parlementaires qui ont été publiés fort intéressants, puisque ce qui aujourd'hui nous amène à être ici, c'est aussi, et l'inspection que vous avez commandée l'a écrite noir sur blanc, et votre successeur a rendu rapidement, instantanément, public cette inspection générale de la justice, des défaillances qui, au dire de certaines personnes que nous avons auditionnées, notamment des membres de personnel de la pénitentiaire, qui ont qualifié d'actes non isolés le fait générateur qui nous amène à être présents ici, à savoir il y a beaucoup de violence en prison, il y a beaucoup d'agressions en prison,
Est-ce que aujourd'hui, au regard de l'expérience qui a été la vôtre en tant que chef du gouvernement, vous avez un certain nombre de préconisations, d'avis à rendre sur la législation actuelle et les moyens mis à disposition, notamment du ministère de la Justice, concernant la vie pénitentiaire? Je réponds tout de Oui, suite. bien Très sûr. bien. Alors, donc, dans les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans mon intervention liminaire, il y a donc la première, monsieur le rapporteur, comment avez-vous réagi à l'agression mortelle du 2 mars 2022 ? Avec stupeur, hein, quand j'apprends ça, évidemment, c'est un sentiment à la fois d'indignation et d'incompréhension. Comment, dans un univers qui est l'univers pénitentiaire, de tels faits peuvent être-ils commis, d'autant que j'apprends que les deux personnes, la personne agressée et l'agresseur, a également le statut de DPS, d'où ma remarque de tout à l'heure sur le caractère protecteur de ce statut. Voilà, donc oui, je suis sidéré d'apprendre ces faits. Pourquoi avoir refusé avant ce drame de radier Yvan Colonna du répertoire DPS? Je crois, Monsieur le Président, avoir répondu à cette question tout à l'heure. Avez-vous ou votre cabinet reçu ou transmis des consignes avant cette même date visant à maintenir Yvan Colonna au répertoire des DPS? Je comprends ça là aussi. Hein, moi, je vous indique quand j'ai eu à statuer sur le cas de M. Colonna et les dates auxquelles je l'ai fait, et je vous ai donné une réponse exhaustive là-dessus. Avez-vous le sentiment qu'Yvan Colonna a été traité au cours de sa détention comme un détenu de droit commun? Je n'ai pas d'éléments de nature à pouvoir répondre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, à cette question. Voilà, je n'ai pas, en tant que Premier ministre, des détails. Aucun ne m'a jamais été, en tout cas, porté à ma connaissance qui me permettrait de donner une réponse éclairée et justifiée à cette question. La cinquième, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre l'agression mortelle d'Yvan Colonna pour lever le statut de DPS d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri? Donc, et en quoi cet événement a-t-il rendu obsolètes les critères justifiant jusqu'alors leur maintien au répertoire DPS? Je crois que cette question m'a déjà été posée par le Président dans son propos liminaire et que j'y ai apporté tout à l'heure la réponse. 6. Quelle leçon tirez-vous de l'agression mortelle du 2 mars 2022 et de ses causes? Au regard de votre expérience, souhaitez-vous formuler des recommandations ou des préconisations à la commission d'enquête? Alors, les leçons, évidemment, vous l'avez rappelé, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, immédiatement saisi l'inspection générale de la justice pour que la lumière soit faite, indépendamment par ailleurs de l'enquête d'instruction pénale ouverte par les autorités judiciaires et du travail de votre commission. On avait eu, ce qui était convenu, c'était que l'inspection générale des services judiciaires rende un rapport provisoire, ce qu'elle a fait le 22 mars, et je crois, vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur le rapporteur, qu'elle a rendu son rapport définitif en juin, donc à un moment où je n'étais plus Premier ministre. Il appartenait donc à ma successeure de tirer toutes les conséquences de cette affaire. Bon, il y a deux aspects, peut-être vraiment le plus important pour moi, qui rejoignent notre échange, monsieur Passé, c'est ce statut de DPS et la façon dont la procédure est prévue, par un décret et une circulaire d'application. Je vous dirais que ma recommandation, puisque c'est votre question, monsieur le rapporteur, en tout cas mon interrogation, c'est qu'on voit bien que dans ces sujets se mêlent des décisions prises par l'autorité judiciaire, j'ai parlé tout à l'heure des demandes de liberté conditionnelle, et des décisions prises par l'autorité administrative et ou politique, enfin dans la chaîne de commandement, on va dire, traditionnelle. Je vous avoue que cela me laisse perplexe. Et que, puisque j'ai eu à les exercer dans les conditions que vous avez fort bien rappelées du reste, ce sont des décisions pour l'autorité administrative, ou en tout cas politique quand ça arrive à ce niveau, extrêmement difficiles à prendre. Et que je me demande s'il n'y aurait pas lieu de faire évoluer le droit régissant le statut de DPS, d'abord peut-être pour lui donner un contenu plus précis, car il ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs les députés, que ça résulte d'un décret, mais qui est dans le contenu pas très consistant, si vous me passez la formule, et qu'il renvoie à une circulaire, dont d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le président le rapporteur,
à rappeler les principaux items. Bon. Donc je pense que ce droit pourrait être revu, et j'ouvre la question devant vous, la décision ne devrait-elle pas plutôt revenir au juge d'application des peines, enfin à une autorité judiciaire? Bon. D'abord, encore une fois, parce que l'autorité judiciaire intervient dans le process, si je puis dire, de vie de la peine. Là, je m'extrais de ce cas, je parle en général. Et ensuite, parce qu'elle a des retentissements sur les décisions que peut prendre l'autorité administrative. Et enfin, parce que, bon, ben, évidemment, une décision juridictionnelle peut se contester, comme les miennes l'ont été, évidemment, mais peut-être que ça objectiverait, et Monsieur le Président, ça éviterait ce genre de débat d'arrière-pensée ou de questionnement qu'on peut se poser, puisque, comme vous l'avez dit, on est dans le champ d'un avis de surcroît, d'une commission qui n'est pas elle-même décisionnelle. Donc voilà, ma principale recommandation à l'endroit de cette commission, en dehors, encore une fois, du cas précis de l'agression contre M. Colonna, et sans doute que l'on revoie, et que, alors évidemment, ça relève davantage visiblement du pouvoir réglementaire que du pouvoir législatif, mais sauf si, compte tenu des prérogatives d'autorité judiciaire, le Parlement souverainement décidait d'en confier la responsabilité à un juge, auquel cas il me semble que ça relèverait plutôt du domaine de la loi. Bon. Alors il y a ensuite la question de la radicalisation qui concerne cette fois-ci l'agresseur, évidemment, l'agresseur. Bon. Là c'est un sujet évidemment qui est porté à ma connaissance postérieurement à l'agression dont est victime M. Colonna, évidemment. C'est un fait extérieur pour moi à la gestion de cette affaire, et effectivement, qui amène, mais je pense, et vous l'avez dit, que l'inspection générale l'a bien examiné, à voir tous les processus de lutte contre la radicalisation en prison. J'ai vu que l'inspection générale avait formulé un certain nombre de recommandations qui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, me paraissent de bon aloi. Monsieur le Premier ministre, avant de passer la parole à Monsieur Castellani qui l'a demandé, je veux revenir sur une question que je vous ai posée à propos liminaire, mais il ne me semble pas que vous ayez répondu, parce qu'effectivement, nous sommes là à la fois pour travailler pour l'avenir, dans les recommandations d'évolution des choses, et nous faisons notre travail, il me semble, de manière la plus honnête qui soit en la matière. C'est le sens notamment des questions et des réponses que vous venez d'apporter aux questions de Monsieur le rapporteur sur l'évolution potentielle du statut DPS, mais nous sommes aussi là, comme je l'ai évoqué, pour regarder ce qui s'est passé. Bien. Dans le champ des travaux de la commission sans implanter sur l'enquête judiciaire. Donc, parmi la question que vous avez posée en question liminaire, messieurs Poupon et Quetel, devant cette audition, et d'autres acteurs nous ont affirmé qu'il y a eu des discussions nourries, politiques, entre vous-même, votre cabinet et les élus de la Corse, fin 2021, début 2022, notamment sur un tas de sujets corse, évidemment, pas que ce sujet-là, mais notamment sur la question des prisonniers et notamment sur la question du rapprochement familial, à savoir que ce rapprochement familial était posé sous deux éléments, soit la levée du statut de DPS, soit, et c'est dans cela que je voudrais que vous nous éclairiez, soit un transfert possible après un processus engagé d'aménagement du centre de détention de Borgo. Est-ce que vous pouvez confirmer devant cette Assemblée que ces relations ont bien eu lieu, que des travaux, des initiatives de travaux ont bien été engagées et que c'était bien à cette fin que ces travaux étaient engagés? Alors, Monsieur le Président, oui, des discussions ont eu lieu à mon niveau sur les questions relatives à la Corse en général. Évidemment, la question du statut de DPS, je vous le confirme, ont été évoquées. Et je peux dire à la Commission de façon très tranquille que les réponses que j'ai faites, évidemment, nous sommes bien d'accord tous ici, avant l'agression qui ont conduit à la mort de M. Colonna. Et les réponses que j'avais faites sur ce point précis, mais vous avez raison de dire qu'il y en avait d'autres dont j'ai eu à connaître, étaient conformes à celles que j'ai faites devant votre commission. Bon. Même si elles n'ont pas complètement emporté la conviction de mes interlocuteurs. Bien.
Mais il m'appartenait de prendre mes responsabilités. Je vous en ai donné, Monsieur le Président, les raisons. Sur le rapprochement, plus précisément, et Borgo. J'ai compris, en prenant connaissance du dossier, effectivement, que le statut de DPS imposait que ceux qui en font l'objet, ceux dont nous parlons ou les autres, soient incarcérés dans une maison dite centrale, c'est-à-dire justifiant des équipements faisant l'objet de la protection particulière. Bon. La question de Borgo, bien sûr, M. Perrin, a été évoquée. J'ai posé des questions et il m'a été répondu que ça n'était pas une maison centrale et qu'elle n'était pas équipée. Dans ma mémoire, mais là aussi, je vous invite à vérifier, il me semble qu'il y avait même un rapport de l'inspection générale, sans lien d'ailleurs avec ces faits, mais sur la prison de Borgo, qui confirmait que, en droit, ou dans les faits, ni en droit ni dans les faits, plus exactement, elle ne pouvait, ce qui suppose, encore une fois, j'essaie d'être cohérent avec moi-même, la conservation du statut de DPS. Si, dès lors, plus exactement, que décision avait été prise de conserver le statut de DPS des intéressés, en l'état, il ne pouvait être transféré à Borgo. Bon. Alors, l'idée, je crois que c'était votre question, mais je veux m'en assurer auprès de vous, de dire, est-ce qu'on pourrait aménager la prison de Borgo pour qu'elle puisse répondre à ces critères? A été évoqué, je le dis devant votre commission. J'ai demandé à ce qu'on se penche sur cette question. Bon. Il m'a été répondu donc il faudrait sûrement faire de lourds travaux, etc. Et moi, je n'en ai parlé qu'avec mon cabinet. Hein. Je précise que je n'ai jamais, par exemple, parlé de ça directement avec le directeur de l'administration pénitentiaire, hein, que ce soit bien clair. Mais je me demandais si des échanges ont eu lieu, je ne sais pas quelle formule vous avez employée. Oui, et donc lorsqu'arrive dans le début de 2022, je ne sache pas que des travaux, en tout cas visant à satisfaire aux critères d'une maison centrale, aient été engagés. Sauf si vous avez des informations, mais en tout cas, à ma connaissance, non. Alors, je vous confirme que des marchés ont été engagés. Je vous confirme qu'effectivement, qu'ils sont dans la suite de l'inspection de fonctionnement dont vous faites état d'octobre 2020, dont nous allons nous procurer un certain nombre de documents en termes de lettres de mission et de conclusion qui a eu lieu sur le centre de détention de Borgo, lancé sous votre gouvernement, du moins par le garde des Sceaux, qui faisait suite à Mme Belloubet. Donc ça, c'est un point important. Et que, je dirais, contrairement à certaines déclarations qui ont été faites ici par d'autres acteurs, des marchés ont été lancés, comme le marché de la vidéosurveillance, notamment, et du Mirador, qui devait faire pour sécuriser le centre de détention, en vue de, y compris, réaliser des quartiers d'accueil de, je cite, détenus nationalistes corses. Donc, cette question est importante. Y compris pour en faire une maison centrale susceptible d'accueillir des DPS? On ne parle pas de maison centrale, on parle d'accueil. Il me semble que la discussion que vous aviez, et vous me dites si c'est oui ou si c'est non, c'était soit on lève le statut de DPS, vous avez répondu, même si on a un échange contradictoire, soit le transfert possible, et c'est le sens de ma question, c'est un engagement potentiel de transfert, c'est ça la question que je vous pose, si aménagement réalisé. Voilà. Bon, donc on est bien d'accord sur les termes de la question et les termes de l'engagement possible en fonction des engagements réalisés. Et je vous confirme que, pardon, puisque les mots, comme vous dites, ont un sens, j'ai compris jusqu'ici, enfin, on m'a expliqué que pour pouvoir retenir des détenus au statut DPS, il fallait avoir que la prison, l'établissement pénitentiaire, ait le statut de maison centrale, avec tout ce que ça ou aménager un quartier spécifique, ce qui était bon. Bon, ça c'est très bien. Merci pour vos réponses. Je vais donner la parole à M. Castellagne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir sur votre décision de ne pas lever le statut de DPS, puisque tous les événements qui ont découlé de cette décision, y compris des événements tout à fait catastrophiques et dramatiques. Cette décision de ne pas lever le statut de DPS, vous nous dites qu'elle a été prise uniquement en application des textes, qu'il n'y a pas eu de vengeance d'État. Nous n'avons pas de raison de ne pas vous croire.
mais décision prise uniquement en application des textes. Mais vous nous dites en même temps, ça pose problème, que la période de sûreté était échue depuis peu. Mais, Monsieur le Premier ministre, une période de sûreté échue depuis peu est une période de sûreté échue. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous n'avez pas, comme vous le dites, appliqué les textes, puisque l'application des textes, vous donnez l'autorisation, la permission, le droit de lever le statut de DPS. Ça nous pose un problème. Nous aimerions vous entendre sur cette contradiction. Merci. Monsieur le député, je ne crois pas que ce soit une contradiction, mais vous me permettrez quand même de vraiment m'élever contre la première partie de vos propos. Les faits qui sont survenus en mars 2022 à prison d'Arles sont absolument regrettables et condamnables. Ils étaient totalement imprévisibles, et dire qu'ils découlent de ma décision de refuser le statut de DPS de M. Colonna, je suis désolé de vous dire que je le conteste absolument formellement. Bon. Deuxièmement, sur votre question, que disent les textes? Ils ne disent pas non plus, mais ça nous renvoie au sujet de fond, monsieur le député. Si la loi disait, dès lors que la période de sûreté est échue, alors on ne peut plus, ou il faut lever le statut de DPS, mais ce n'est pas ce que dit la loi, ni les textes pris pour son application. Alors, on peut le regretter, c'est comme ça. Bon. Et quant à la référence à la période de sûreté qui était tout juste échue, j'y ai fait moi-même référence, parce que, de mémoire, la commission donnant un avis sur ce sujet le mentionne dans ses motifs de rejet. C'est tout. Je ne vous dis pas que, je ne fais pas d'appréciation qualitative, c'est factuel. Bon. Et donc, sur la question de principe, encore une fois, moi je pense que, pour l'avenir, puisque le président vient de dire l'éclairage du passé et les conséquences qu'on peut en tirer pour l'avenir, je pense qu'il faut que la loi et le pouvoir réglementaire encadrent davantage, peut-être judiciarisent davantage, objectivent davantage la notion d'inscription ou de non-inscription au statut de DPS. Mais au cas d'espèce, encore une fois, s'agissant de M. Colonna, j'ai, encore une fois, en mon âme et conscience, au vu des faits et du droit, et je tiens à le répéter parce que j'ai un immense respect pour la Corse, je n'ai pris ces décisions que pour les motifs que je vous ai indiqués, et, Monsieur le Président, je le dis très clairement, pour aucun autre. Aucun autre. Très clairement. Nous reviendrons sur ces éléments-là encore un peu, parce que ça va nous occuper pour solder cette histoire malheureuse et dramatique. Je crois que Mme Amiot demandait la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vais revenir à nouveau sur la décision que vous avez prise, notamment concernant donc, le statut de DPS de ces messieurs, Ferrandi et Alessandri. Notamment, vous avez cité le fait de vous souvenir d'avis défavorables donc de la levée de ces statuts. Est-ce que vous vous souvenez les avoir lus vous-même, ou est-ce que cette information vous est parvenue à l'oral par peut-être votre directeur de cabinet ou quelqu'un d'autre dans vos souvenirs? D'où venait cette information précisément et par quel biais vous l'avez reçue? Je vous remercie. Par mon cabinet, pas par mon directeur, ça, je vois très bien les conseillers qui étaient en charge de ce sujet, mais par mon cabinet, oui, bien sûr, comme il est d'usage. Avez-vous lu vous-même les documents dont il s'agissait ou pas? Comme j'ai retrouvé dans mes dossiers, vous voyez, puisque je prête serment,
l'avis de la commission concernant M. Colonne, puisque de surcroît, l'objet de votre commission concerne les faits dont il a été victime. Celle-là, je l'ai retrouvée, donc si je laisse, c'est qu'à l'époque, je l'ai lu, et ça, j'en suis sûr. L'autre, je ne peux pas vous répondre de manière catégorique. Aujourd'hui, je ne sais plus si je l'ai lu ou si, comme l'introduisait votre question, il m'en a été fait relation. Monsieur le rapporteur, peut-être ce serait peut-être une pièce qu'on pourrait demander pour des pièces a posteriori de l'audition. Je vous remercie. On prend note de la demande, on voit comment la traiter. Je crois que M. Colombagne a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. En Corse, on doit absolument, à travers ces auditions, sortir la théorie des complots pour, mettre à plat tous les dysfonctionnements. On doit expliquer aux Corses, et pas qu'aux Corses, comment un détenu a pu être agressé sauvagement, sous les yeux d'une cinquantaine de caméras, si je ne dis pas de bêtises, pendant plus de 12 minutes, avec un parcours, avec un autre détenu qui a un parcours absolument hallucinant dans ces prisons. Je me parlais de Elongabé. Voilà. Sur ce parcours, nous, on s'interroge toujours sur ce maintien du statut de DPS, parce que depuis que nous sommes arrivés au Parlement, avec mes collègues Aquaviva, Castellani, depuis 2017, nous n'avons pas cessé de demander la levée de ce statut de DPS qui aurait permis de ramener ces détenus en Corse. Nous avons été rejoints tout doucement par d'autres groupes du Parlement. Bruno Quetel, François Pouponne, ils n'ont pas cessé d'intervenir à nos côtés. Jean-Jacques Ferrara, c'était une demande transpartisane. Et de 2017 à 2020, la commission locale s'est systématiquement prononcée pour la levée du statut de DPS. En 2020, fait exceptionnel, Monsieur le Premier ministre, cette commission ne se réunit pas. En 2022, on a la stupeur de voir que cette commission aura un avis, selon dans quel angle on se place, sur mesure, pour vous permettre de dire que le statut de DPS, il faut le maintenir, alors qu'aucun fait de dangerosité n'a été rapporté, il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas d'incident en prison, et donc ça fait partie des éléments qu'on a besoin de clarifier. Encore une fois, je reviens encore sur ce sujet-là, que mes collègues ont déjà soulevé, parce que ça permettrait de lever cette théorie du complot. Monsieur le député, vous dites en 2022, oui, encore une fois, moi, que ce soit clair, moi je ne parle pas aux commissions, enfin, voilà, et les décisions, je reviens pas sur les dit, je les prends à mon âme et conscience, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et vous avez là où je vous rejoins parfaitement, il faut purger la théorie du complot. Et là où vous pouvez dire qu'il y a effectivement dysfonctionnement grave, c'est ce qui s'est passé à la maison d'arrêt d'Arles, incontestablement. Bon. Ensuite, l'application des règles régissant le statut de DPS, la façon dont je l'ai mise en œuvre, et évidemment, oui, je vous ai expliqué pourquoi j'ai évolué au fait, mais ce n'était pas un petit changement, des faits très graves qui se sont produits en mars 2022, cette question-là me paraît avoir été appliquée sur la base de critères rationnels. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais ce que je veux vraiment garantir, c'est moi qui ai pris décision, monsieur, c'est moi. Un autre, c'est moi. En aucun cas, je veux le dire à vous et par-delà vous, comme l'a rappelé le président, je ne suis animé par la moindre vengeance, le moindre complot. Mais ça, vous avez raison, il faut complètement enlever ça de l'esprit de chacune et de chacun. Voilà. Bon, encore une fois, est-ce que, au vu de tout ça, pour ce cas particulier ou pour d'autres, cette procédure de liste de DPS est parfaite? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut l'améliorer? Je me suis, comme m'y invitait le rapporteur, essayé à quelques propositions.
Bon, mais leur application des règles existantes, je parle au cas d'espèce, encore une fois, ne me paraissent pas, et en tout cas je veux que vous en soyez convaincus, relever d'autres sentiments, dimensions ou objectifs que ceux que dont j'ai rendu compte devant votre commission, monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Monsieur Dessigny, après monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne Monsieur Elongabé, on parle d'une personne qui a un profil très particulier. C'est un soldat islamiste qui est sur le même statut que d'autres DPS. Il était dangereux, il était renfermé sur lui-même, il avait fait preuve à multiples reprises d'un comportement agressif, y compris au niveau des gardiens et au niveau des autres détenus. Et pourtant, il était dans ce qu'on pourrait appeler une marche forcée vers la sortie, accompagné de manière à ce qu'il puisse pourvoir, y compris un poste d'auxiliaire qu'il avait obtenu. À la suite de cette affaire, donc on a vu les conséquences. À la suite de cette affaire, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez saisi l'IGS, oui, pour faire un point sur cette situation. Mais ce n'est pas le seul, M. Elongabé, qui aujourd'hui est dans des maisons centrales. Il y en a d'autres. Il y a d'autres Elongabé qui sont dans le même cadre. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place un dispositif particulier pour ce type de profil et peut-être, je ne sais pas, conditionner leur sortie? Parce que là, c'est des personnes qui sont susceptibles de sortir à la fin de leur peine, ce qui, dans un état de droit, est normal. Mais là, selon ces profils-là, on sait que derrière, on voit que derrière, on constate que le danger reste le même que lorsqu'ils sont rentrés. D'abord, réponse factuelle. Bon, moi, évidemment, ça, la commission n'en doute pas. Je n'ai jamais entendu parler de M. Elongabé avant qu'il commette les faits dont nous parlons cet après-midi. Jamais. Bon. Donc, vous avez raison de le rappeler. Dès que ces derniers sont portés à ma connaissance, je saisis l'inspection générale des services du ciel. Et je le rappelle quand même, une instruction pénale est ouverte, je suppose toujours en cours, dont nous espérons tous qu'elle fera très clairement la lumière sur ce qui s'est passé et sur l'identification des responsabilités et des suites pénales que ces dernières méritent. Bon. Et dès lors, évidemment, ai-je besoin de rappeler à la Commission que cette instruction pénale est déclenchée, évidemment, le gouvernement ne peut plus interférer. Donc, il y a cette enquête, j'en ai lu les conclusions provisoires, mais surtout les conclusions définitives. J'étais plus Premier ministre. Il me semble qu'aux questions que vous posez, elles apportent des réponses à la fois plus précises et plus circonstanciées que je ne saurais le faire. Et effectivement, elles mettent en évidence qu'il y a un sujet, qui dépasse, puisque j'ai bien compris que telle était votre question, le cas d'espèce. Bon. Et donc, il faut évidemment, me semble-t-il, et ça appartient notamment à l'administration pénitentiaire et à la représentation nationale, comme on dit, chacun en ce qui les concerne, de tirer là aussi toutes les conséquences, notamment sur le comportement des personnes radicalisées ou par ailleurs des personnes présentant des troubles psychiques susceptibles d'être dangereux en milieu carcéral. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur le contexte, en réalité. La question de mon collègue Colombagne je dirais, rappeler que, effectivement, suite à l'agression dont Yvan Colonna a été victime, des femmes et des hommes en Corse, de tous bords politiques confondus, j'insiste vraiment sur cela, ont émis un certain nombre d'hypothèses qui relevaient de la théorie du complot. C'est important de le rappeler parce que
D'abord, je suis le seul député non nationaliste de la Corse dans cette Assemblée. Je suis membre de la majorité présidentielle et mon parcours politique s'est inscrit uniquement dans la famille de la droite républicaine. Et pour ma part, j'ai vécu depuis 25 ans, puisque nous avons commémoré le 25e anniversaire de l'assassinat de M. le Préfet, cette histoire en tant que militant et non nationaliste. Cette commission, elle a une vocation effectivement à faire des préconisations, c'est une commission d'enquête, mais elle a aussi une vocation politique, citoyenne majeure. Et moi, je voulais vraiment revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que cette question est posée, Monsieur le Premier ministre? Vous le savez, parce que les rapports entre la Corse et l'État ont parfois été conflictuels et qu'il a été démontré par la justice que parfois des agents de l'État étaient susceptibles d'y commettre des fautes lourdes, des délits, voire même des crimes. Et que dans le cœur de l'ensemble des Corses, qu'ils soient nationalistes ou pas, cela a laissé beaucoup de meurtrissures. C'est pour ça que cette question revient. Et c'est pour ça que, en tant que député, moi aujourd'hui, ce que je voudrais encore une fois vous dire, c'est, et évidemment pour que vous le répétiez, parce que je crois que la vertu de la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition, c'est que dans le cadre de l'exercice de vos responsabilités, parce que vous avez été également quand même directeur adjoint, secrétaire général adjoint de l'Élysée, sous Nicolas Sarkozy, que vous avez exercé la responsabilité de chef du gouvernement de notre pays, de dire ce que vous avez à répondre à celles et ceux qui, de bonne foi, en Corse ou ailleurs, considèrent que les événements qui se sont produits le 2 mars à Arles étaient, d'une manière ou d'une autre, soit par le pouvoir politique, soit par le pouvoir administratif. Sur la partie judiciaire, je vous dirais qu'à titre personnel, je ferai une petite insert, puisque le pouvoir judiciaire est indépendant dans notre pays, il rend des décisions souverainement au nom du peuple français. Je me suis fait quand même à l'idée qu'il y avait un traitement particulier des hommes qui avaient été condamnés. Je suis avocat de profession, donc peut-être c'est une déformation de ma part, que certaines décisions de justice revêtaient un caractère assez particulier, notamment sur les maintiens de certains statuts, eu égard à la gravité, que personne ne nie, gravité extrême, des faits qui les ont amenés à être emprisonnés et condamnés. Mais voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait, de par les responsabilités imminentes que vous avez exercées au service de l'État, qu'il n'y a pas eu, à votre connaissance, d'intervention politique, administrative, de ce que certains peuvent parfois qualifier ici ou ailleurs d'état profond, en vue de permettre la survenance de cet événement dramatique qui, vous le savez, a eu pour conséquence de créer de graves troubles à l'ordre public. Vous en avez eu connaissance et pour cause, puisque le préfet de Corse actuel était dans mon bureau au moment où vous l'appelez, puisque j'étais maire d'Ajaccio à l'époque, lorsque les premiers incidents à Ajaccio sont survenus. Et il s'en est fallu de très peu, selon moi, pour que des drames irréparables se produisent dans la période qui a suivi l'agression qui a coûté la vie d'Yvan Colonne. Donc, eu égard à la gravité de cette situation et aux questions que de braves gens de tous bords se posent, je me permets encore d'insister sur cette question. Oui, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous avez raison. Nous parlons de faits très graves. Au départ, l'assassinat d'un préfet de la République. L'agression très grave qui s'est produite en univers carcéral. Bon, tout ça, rien de tout ça n'est banal, tout ça est grave. Et je comprends l'émotion de tout ce que vous dites, et je n'ai pas attendu de venir devant vous pour l'entendre et le comprendre. J'avais été interrogé, y compris, cher Monsieur le Président, dans le cadre de questions au gouvernement, où cette question du complot avait déjà été évoquée. Bon. Vous m'avez fait venir aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Bon. Vous dites les braves gens, je reprends votre formule, Monsieur le rapporteur s'interroge, se pose des questions. Bon. Je crois, Monsieur le rapporteur, faire partie des braves gens. J'ai exercé la responsabilité éminente de chef du gouvernement de la République. J'ai eu, dans les circonstances qu'on a rappelées, le déport, c'est comme ça, c'est la vie, à intervenir directement dans ce dossier. De toute façon, après, compte tenu de la dimension très forte des troubles à l'ordre public que vous avez rappelés et qui se sont produits après l'agression, puis le décès d'Yvan Colonne,
le Premier ministre, quel qu'il fût, aurait dû en connaître. Le président y a fait référence, des discussions sur des sujets relatifs à la Corse, en dehors de la question des DPS. Donc, je ne découvre rien de ce que vous me dites. Mais voilà, je crois connaître l'État. Je crois connaître l'État. J'ai beaucoup de respect pour l'État. Je veux dire ici, solennellement, que non seulement je n'ai jamais, ni de près ni de loin, en ce sujet comme dans les autres, été l'instrument d'un moindre complot. Je me demande d'ailleurs bien à quelle finalité, mais que je n'en ai eu ni de près ni de loin, jamais, vous m'entendez bien, connaissance, et que si tel avait été le cas, je demande à la Commission, je pense que vous me connaissez par ailleurs, jamais je n'aurais pu trouver, car c'eût été un grave abaissement de l'État. Un grave abaissement de l'État. Voilà. Donc je répète à la Commission, j'ai pris dans ce que je pense être l'intérêt de l'État et de la paix sociale au vu des faits et de l'ensemble des éléments à ma disposition, les décisions que j'ai cru devoir prendre. Je vous ai expliqué les motivations. Voilà. Et ce qui s'est passé est évidemment, l'enchaînement des circonstances que vous avez rappelées est évidemment extrêmement douloureux. Nous devons effectivement profiter de ce moment pour tout nous dire, en tirer, s'il y a lieu, des conséquences, on en a évoqué un certain nombre, plus structurelles, mais, voilà, je veux dire, de complot d'État ou contre M. Conan ou a fortiori contre la Corse, je réaffirme ici, en ma qualité d'ancien chef du gouvernement de la République, qu'il n'y a point eu. Et heureusement. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas prévu de prendre la parole à ce stade, mais je pense qu'on est dans un moment important où il faut se dire, comme vous dites, toutes les choses. Avant de laisser la parole à Mme Agreste-Roubache qui l'a demandé, et à l'aune de la fin de cette audition qui avance, qui approche. Je pense qu'il faut rendre la dignité aux gens dans ce moment que nous vivons. Nous sommes de ceux, y compris avec nos convictions, avec notre histoire, les uns et les autres, qui avons toujours, en tout temps, en tout lieu, rendu la dignité aux membres de la famille Érignac, en tout temps, en tout lieu, quelles qu'aient été les vicissitudes. Parce que nous savons, dans une société de proximité, ce qu'est la mort d'un homme dans une famille, nous savons ce que ça peut impliquer en termes de drame. Mais je voudrais aussi rendre la dignité à la famille d'Yvan Colonne. Parce que voyez-vous, quand je suis dans ces débats-là, et je ne surjoue pas, j'ai une image en tête. J'ai l'image de ce petit garçon de 10 ans, au milieu des gens, noyé sous le monde, qui tient fort la main de sa mère, à l'enterrement d'un père qu'il n'a vu que quelques fois, qui a les yeux embués hagards, qui ne sait pas où il va. J'ai les yeux du premier fils qui serre la mâchoire. J'ai les yeux aussi du père malade et de la mère qui n'a pas vu son fils depuis 15 ans. Il n'avait pas le droit de subir la double peine. Il n'avait pas le droit, dans un soi-disant état de droit, de subir la double peine. L'État ne peut pas dire, ni sous votre gouvernement, ni sous les gouvernements précédents, qu'il n'y avait pas de demande de rapprochement familial fondée, qu'il n'y avait pas de demande d'aménagement fondée. Vous avez parlé d'un coût important, je peux vous garantir que le coût n'est pas important, il est de 150 à 200 000 euros pour l'aménagement d'un centre de détention de Borgo, que ça se savait, ça c'est le premier point. Et ensuite je vais aller plus loin, Monsieur le Premier ministre. Je ne veux pas vous mettre en cause personnellement, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas là. Nous sommes députés. Je vais dire, moi, ce que j'ai entendu dans les couloirs, sans trahir n'importe quel secret de discussion que j'ai eu à avoir personnellement, mais que les deux autres ont eu aussi avec moi, concernant ces détenus. Parce qu'effectivement, on ne trouvera pas dans les critères DPS de capacité à pouvoir dire il faut qu'il soit rapproché parce qu'il a fait sa peine de sûreté. Les critères DPS sont suffisamment larges,
c'est le propos de Laurent Ridel, pour qu'on puisse ouvrir le parapluie et dire ils ont été condamnés, ils restent DPS, quelle que soit leur évolution. Pas de problème. C'est écrit, on reste là, on ouvre le parapluie. La vérité des propos oraux que nous avons eus, parce qu'on aurait pu prendre la décision inverse durant toutes ces années. On aurait pu prendre, malgré les critères DPS, l'idée de lever ou de transférer ces personnes. On ne le faisait pas parce qu'il y avait la promesse de ne pas le faire. Parce qu'il y avait une promesse de ne pas le faire. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. En raison du traumatisme de l'assassinat après Ferrignac. En raison de l'extrême haine. Je vais vous dire une chose claire, monsieur le Premier ministre. Et parce que j'ai un peu d'éducation, je ne vais pas aller au bout, mais on pourrait le faire parce que ce n'est pas vraiment l'enjeu. Le lendemain de la venue de Gérald Darmanin en Corse, lorsqu'il y a eu les drames, nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice. Vous entendez ce que je vais vous dire? Entre préfets en exercice, qui disent qu'il fallait décorer Elongabé, qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Vous entendez ce que je dis? Alors de me dire, pour rendre la dignité à la famille d'Yvon Colonne, qu'il n'y a jamais eu de haine contre ces membres-là, qu'il n'y a jamais eu de haine qui allait au-delà du droit et que dans les propos oraux, on pouvait nicher l'arbitraire pour qu'ils ne soient jamais rapprochés, et encore moins libérés, même s'ils avaient de bons dossiers d'aménagement de peine, confère les appels systématiques du ministère public et le parquet national antiterroriste. D'ailleurs, décision cassée par la Cour de cassation in fine sur le fumeux trouble à l'ordre public qui n'existait pas, parce que c'était le trouble à l'ordre public venait de leur non-libération et pas de l'inverse. On arrive enfin, après des moultes discussions, à ce que l'aménagement de peine suive le chemin du droit. Cette haine a existé. Elle a existé. Et ça, c'est rendre la dignité à la famille d'Yvon Colonne. Parce que c'est une réalité que nous avons rencontrée. Et je vais même aller plus loin. Vous pouvez me dire non, monsieur le Premier ministre. Ça n'enlèvera pas les réunions que j'ai eues et les sujets avec un multitude de personnes. Je vais même aller plus loin. Dans le processus, c'était 2 et 1. On traite peut-être les 2, lui plus tard, en raison du fait qu'il n'avait jamais avoué être le tireur. Et en raison du fait qu'il contestait toujours son innocence. Et en raison du fait qu'il avait même des démarches devant la Cour européenne de justice en cours avec ses avocats. Donc ça, c'est moi qui parle. À un moment charnière ici, on doit tous se dire, comme vous dites, pour qu'à un moment donné, tout ce qu'on puisse se dire, on ne considère pas que les gens sont fous en disant complot ou en disant que la haine n'existe pas, et pour rendre la dignité à des gens qui ont eu triple peine. La peine de celui qui fait sa peine, normale, la peine familiale de ceux qui n'avaient pas à subir la peine, et de leur explosion familiale et de leur maladie et consorts, et des fils qui n'auront plus de père, et la peine de la mort in fine. Voilà. Ça, factuellement, quels qu'étaient les rouages avec transfert de responsabilité, dans une démocratie, dans un état de droit, concernant l'histoire où les choses ont été posées à maintes reprises, ça n'aurait jamais dû exister. Jamais. Tout en respectant la douleur de la famille Rignac. Jamais. Voilà. Je le dis parce que j'entends des propos et chacun parle avec sa façon et je respecte les propos des autres. Mais je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses. Quand on sait ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu et ce qu'on a lu. Voilà, je vais être très clair, j'ai une éducation qui me vient de loin et je ne dis pas les choses au hasard. Je ne dis pas les choses au hasard. Et je pense que vous savez, mais je ne vous demande pas de réponse. Je ne vous demande pas de réponse. Que cette promesse, elle a existé. Voilà. Madame Sagresta-Roubache. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. Ma question est en réalité assez simple et plutôt technique, puisque toutes les décisions ont été fondées, notamment la vôtre, sur le statut de DPS, donc sur une commission qui statue sur le fait qu'on puisse laisser quelqu'un ou pas DPS. Ne pensez-vous pas, et là c'est pour enrichir le travail législatif, parce que je pense que cette commission doit donner naissance à des, et c'est tout le sens même, je pense, de notre travail, donner naissance à des évolutions législatives. C'est en tout cas le sens de mon engagement. Ne pensez-vous pas, finalement, qu'il serait peut-être plus judicieux, et vraiment je m'adresse à l'ancien Premier ministre, plus judicieux que finalement cette décision de laisser, de maintenir quelqu'un ou pas dans le statut DPS, plutôt au juge d'application des peines, finalement, qu'à une commission qui est en réalité assez éloignée, que ce soit sur le plan juridique, mais aussi sur le plan émotionnel, parce que nous ne sommes, in fine, que de pauvres êtres humains face à tout ce qui se passe. Donc voilà, vraiment, je m'adresse à notre ancien Premier ministre, parce que pour moi, c'est un vrai sujet, et merci de votre réponse. Merci, Madame la députée. Il me semble, sous contrôle du président et rapporteur, que j'ai déjà répondu à cette question pour vous dire qu'effectivement, personnellement, je retiens de cette affaire que le droit qui encadre
les DPS mériteraient d'évoluer. C'est incontestablement un enseignement que j'en retire. Bon, j'ai essayé d'articuler les motifs qui m'ont conduit à faire cette préconisation tout à l'heure. Vous me permettrez donc de ne pas les répéter. Toutefois, puisque le rapporteur a évoqué l'état de droit, j'ai agi dans le cadre de l'état de droit. Et lorsque je faisais une dénégation au président, qui m'a dit « je ne sollicite pas de réponse de votre part », je veux simplement lui dire que, pas plus que le complot, c'est moi que vous avez devant vous aujourd'hui. La haine n'a jamais guidé, en cette matière comme en d'autres, mais je suis là devant vous pour parler de ce dossier, les décisions que j'ai eu la responsabilité de prendre. Et il faut effectivement que tout cela s'apaise. Il faut effectivement, je souhaite que ce soit aussi, le rapporteur parlait de vocation pédagogique de votre commission, le rôle de votre travail. Je vais me permettre de poser une question quand même liée à la trajectoire des choses. Vous savez que donc vous avez pris connaissance de l'Inspection générale de la justice. Vous avez eu à prendre connaissance d'un dysfonctionnement grave, je vous le cite, concernant ce qu'il s'est passé là-dessus. Nous avons été récemment destinataires d'un certain nombre de documents qui nous posent question. Et il se peut que des fautes plus lourdes encore que ce que prévoit l'Inspection générale de la justice, allez, on va dire ça de manière un peu mécanique, des fautes lourdes systémiques, avec des enchaînements d'actions peut-être ou d'actes de nuisance, voit le jour en sus donc des conclusions de l'inspection. Je veux parler de l'interrogation, par exemple, que nous avons à vivre en ce moment, de savoir si, lorsqu'on nous transfère le logiciel Genesis dans lequel les agents de la pénitentiaire remettent toutes les observations quotidiennes concernant Franck Elongabé depuis 2014, de la plus petite, savoir s'il laissait pousser la barbe, à la conversation qu'il avait tel ou tel détenu, et puis au bout d'un moment, à partir du 29 janvier 2022, il n'y a plus d'observation. Zéro. Zéro jusqu'au drame. Zéro. Ce qui est très grave. Parce que soit il y a un défaut de transmission, ça peut se résoudre, soit ça veut dire qu'il y a eu un effacement de données. Il n'y a pas d'autre solution. De l'aveu des témoins que nous avons eu encore à avoir devant nous. Donc, tout cela pour vous informer que dans ce processus que nous avons à vivre, ma question repose sur la question, sur votre avis. Je vous demande un avis. Hein. Un des éléments de contradiction, outre celui que je viens d'évoquer, vient du fait que, nous le savons aujourd'hui, Franck Elongabé était connu des services de renseignement comme étant, je cite, extrêmement dangereux, aguerri aux armes de guerre, ayant pris part à des attaques contre les forces coalisées en Afghanistan, et donc qu'il était ce qu'on appelle haut du spectre ou haut du pavé des terroristes islamistes. Bon, donc nous avons cette photographie qui nous est donnée par les services de renseignement. Et nous avons l'autre photographie qui nous amène à voir un individu, y compris notifié comme schizophrène par les autorités américaines et autorités françaises de renseignement, en plus d'être dangereux, qui est mis dans le circuit de la marche quasiment forcée, quels qu'étaient les incidents qu'il ait pu commettre, de la détention ordinaire, et puis même avoir un emploi en service général. Est-ce que de votre avis, là c'est un avis que je vous demande, est-ce que vous considérez qu'il ait été normal que l'on n'ait pas transféré, comme le dit l'Inspection générale de la justice, Franck Elongabé en Caire, en quartier d'évaluation de la radicalisation? Est-ce qu'il était normal, eu égard à cette connaissance que nous avons fine aujourd'hui de son extrême dangerosité, qu'il ait eu à avoir un emploi en service général? Tel que vous comprenez, M. le Président, moi je n'ai pas connaissance de tous les faits que vous venez de rapporter. Bon, moi, ma seule connaissance des faits résulte du rapport, et encore, je n'avais vu que la version provisoire du rapport de l'inspection générale. Bon, et les faits qui sont déjà rapportés là, qui ne sont pas de l'intensité ou de la nature de ceux que vous venez d'indiquer, sont déjà très graves. Bon, donc, pardonnez-moi, je
peux pas donner un avis sur des faits que je découvre là. Ce que je dis, il y a des suites pénales, il y a votre commission d'enquête, il y a une inspection générale. Il faut tirer, soit pour les personnes concernées, soit pour le fonctionnement du système, tous les enseignements que cette dramatique affaire appelle, dans la transparence et dans la clarté. Tous les enseignements. Bien, je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le rapporteur. Bon, je crois que nous allons donc mettre un terme à cette audition.